Hey guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Rose Circle. Alors, cet épisode, je sais que je devais la faire il y a un moment déjà, mais je repoussais tellement. Vous savez, cet épisode, c'est tellement riche en informations qu'en fait, ça prend énormément de temps. Là, j'ai fini d'enregistrer et je peux vous dire que j'ai au moins 1 heure d'enregistrement. Donc voilà, déjà, je tiens à préciser que c'est donc en 2 parties que se déroulera cet épisode. Et vous savez très bien, le sujet, c'est l'ouverture d'entreprise au Maroc. Et ça, j'ai fait aussi un petit clin d'œil pour toutes les personnes étrangères qui n'ont pas forcément de lien avec le Maroc, pas de famille là-bas ou quoi. Donc vraiment, là, j'ai répondu à toutes les questions que vous pouvez potentiellement vous poser. Je sais qu'en ce moment, il y a énormément de personnes qui pensent à en fait s'expatrier, avoir une qualité de vie qui est un peu plus tranquille, un peu plus moins stressant que ce qu'on peut avoir ici en agglomération française. Et donc voilà, sans trop tarder, je vais vous annoncer tout simplement le sommaire de ces 2 parties. Je commence tout de suite, let's go. Alors, la première partie, elle sera constituée de 4 sous-parties. La première, on va parler des secteurs d'activité qui sont florissants au Maroc, mais aussi en plein essor au Maroc actuellement. La deuxième partie, on parlera des avantages et des inconvénients, et je vous ferai un VS, une comparaison avec la France. C'est ce que je connais le mieux, donc si vous êtes de Belgique ou je sais pas d'où encore, en fait je suis navrée, mais je pense que ça doit être pareil. Troisième sous-partie, ce sera donc les types d'entreprises, les statuts juridiques, et vous verrez que c'est très très proche, voire quasi identique que la France. Quatrième partie, tout simplement, ce sera où et comment ouvrir son entreprise. Et là, je ferai une partie pour les auto-entrepreneurs et une partie pour les sociétés. Ensuite, je vais vous donner un rapide aperçu de la deuxième partie qui vous attend juste après. Et donc, la 5e sous-partie est la culture d'entreprise au Maroc. C'est une étape qu'on balaye bien souvent, mais c'est important d'apprendre ça parce que tous les pays n'ont pas la même manière de manager leur entreprise, de gérer leur entreprise, etc. Ensuite, la 6e sous-partie, ce sera les avantages fiscaux par région. Alors, je vais pas détailler toutes les régions parce que toutes les régions n'ont pas d'avantages en fait. Il y a certaines régions où en fait, tout simplement, il y a des exonérations qui sont présentes et qui sont potentiellement intéressantes selon votre activité. Ensuite, 7e sous-partie, la qualité de vie au Maroc. Ce sera très bref. On a tous un peu un aperçu de ce que je pourrais dire potentiellement. Et puis la 8e et dernière partie, ce sera les stratégies marketing pour entrer dans le marché marocain. Vous savez que en fait, en fonction des cultures, en fonction des pays, en fait, les stratégies peuvent être différentes. Tous les consommateurs ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'il faudra adapter votre offre vis-à-vis du peuple marocain. Donc voilà pour ce qui vous attend durant ces 2 parties. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner. Je répondrai à vos questions, notamment en termes juridiques ou peu importe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, j'ai fait cet épisode qui est hyper long pour bien détailler les choses. Donc vraiment, si il vous reste encore des questions, notez-les en commentaire. Peut-être que même quelqu'un qui va passer par là, il va pouvoir vous éclairer d'autant plus. Et sur ces mots, je vais lancer l'épisode. Courage, prenez des notes, histoire de ne pas revenir sur les informations à chaque fois. Ça, je le conseille toujours. Et puis, écoutez, let's go.
commencer, on va parler des secteurs les plus intéressants au Maroc. Premièrement, on va parler du tourisme et du voyage sans surprise. On sait que c'est très bien acquis au Maroc. On a ensuite l'agriculture et l'agroalimentaire. On sait que le Maroc, sa configuration, elle est riche en phosphate. C'est un engrais qui permet de manière conséquente de pouvoir assurer en fait l'agriculture au Maroc, mais aussi dans le monde entier. Ensuite, l'industrie automobile, là encore, c'est très connu. Il y a énormément d'usines au Maroc et tout récemment, il y a même Tesla qui s'installe au Maroc pour donc suivre une partie de sa production, laquelle franchement je ne me suis pas intéressée là-dessus, donc je ne sais pas vraiment quelle pièce ou quelle chose il produit exactement dans cette usine-là, dans ces usines-là, parce qu'apparemment ce ne serait pas qu'une seule usine. Ensuite, il y a l'énergie renouvelable. Là encore, c'est pas une surprise. On le voit très souvent, tout ce qui va être énergie éolienne, énergie solaire, etc. Il faut savoir que c'est complètement acquis parce que moi, par exemple, qui a ma grand-mère qui vit dans une province désertique au Maroc, où en fait tous les habitants de cette petite province ont pratiquement tous, à part les maisons des étrangers, enfin des Marocains vivant à l'étranger, souvent ils n'ont pas ça parce que ils vivent pas toute l'année là-bas, donc ils en ont pas vraiment besoin, mais ceux qui vivent là-bas toute l'année ont tous sur leur toit des panneaux photovoltaïques. Et en fait c'est pas seulement ça, c'est aussi d'autres processus. Enfin, moi je suis pas calée dans ce domaine-là, mais par exemple je connais grâce à ma grand-mère, en fait, tout simplement. Ma grand-mère qui a énormément d'hectares de champs, que ce soit des palmiers, de dattes, ou que ce soit des figues ou du raisin. En fait, je voyais qu'elle arrivait toujours à tout pouvoir irriguer, en fait, sans pression. Genre vraiment, je me levais le matin, tout était arrosé, et je me suis dit, mais c'est étrange, enfin, c'est rapide pour tous ces hectares, vous voyez. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'observais tout ça, la configuration de son champ. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait des petites, comme des petites plaques solaires en fait, qui permettaient une automatisation fait de l'arrosage. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi le même système quant à le remplissage de la piscine. Franchement, c'est une très belle avancée et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, donc ça doit être un secteur, et je pense mondial, hein, un secteur qui doit être exploré à mon avis. Si vraiment vous avez des connaissances là-dessus, ou si vous-même vous avez la chance d'utiliser ce genre d'énergie et que vous avez envie d'explorer ce secteur-là, je pense que le Maroc pourrait être intéressant quant à votre développement. Alors ensuite, sixième secteur d'activité, ce sera donc la TIC, technologie de l'information et de la communication. Là, c'est donc tout ce qui relève en fait des startups, de la croissance technologique, de l'innovation, mais pas seulement. On a aussi tout ce qui va relever de la sécurité, de la cybersécurité, la cyberdéfense et compagnie. Tous ces services qui sont potentiellement numériques. Donc voilà. Et il est vrai qu'au Maroc, en matière de connaissances, en matière d'effectifs, de talents, si vous voulez, et d'experts, le Maroc, il y a énormément de cerveaux quant à ces secteurs informatiques, notamment la cybersécurité, cyberdéfense, etc. Quoi d'autre? Ensuite, c'est le sixième secteur d'activité, l'industrie du textile et de l'habillement. On le voit très souvent, même quand on va à Zara, souvent les vêtements, on voit Made in Morocco et tout, donc notamment pour les jeans, etc. D'ailleurs, petite histoire quant à ce domaine d'ailleurs. Vous savez, aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Morocco. Il me semble que c'est dans l'état de l'Indiana, et en fait dans cette ville-là justement il y a une botte rouge, cuir rouge, qui est annoncée en fait sur la plaque de la ville en entrant, et en fait elle est connue justement
par rapport aussi à ce patrimoine artisanal du Maroc quant au cuir et aussi à la coloration du textile. Le 8e secteur d'activité, c'est la santé et la pharma. Actuellement, il y a un investissement très important dans ce secteur-là au Maroc. Pour la plupart, c'est des investissements étrangers. Je pense notamment à la Chine récemment, qui en fait a investi dans la recherche pharmaceutique au Maroc. 9e secteur d'activité, là je parlais de l'immobilier, de la construction. C'est un secteur hyper croissant et ça c'est depuis des décennies, notamment dans les zones urbaines, de par premièrement la croissance démographique, mais aussi par le nombre d'expatriés qui se multiplient chaque année au Maroc. Et dans ce développement de ce secteur, on a aussi l'immobilier de luxe qui est aussi de plus en plus très convoité au Maroc. Et pour rebondir là-dessus, et notamment rebondir sur le tourisme, il y a un secteur qui est en plein essor au Maroc actuellement, c'est le tourisme alternatif. Et en fait, c'est le fait de soutenir en fait tout simplement le tourisme traditionnel, parce que le Maroc y voit une montée du tourisme écologique, culturel et aventure. Et donc bien souvent ça se situe dans les provinces, etc., notamment les villes désertiques. Et là en fait tout simplement on va commencer à faire des constructions qui sont beaucoup plus culturelles, beaucoup plus traditionnelles et qui relèvent quand même d'un certain confort et d'un certain design en termes d'intérieur. Donc voilà, je pense que ce secteur là va peut-être parler à beaucoup de personnes, parce qu'il y a aussi il y a énormément de monde qui aime beaucoup les riads, ces petites maisons typiques de Fès, mais pas seulement. Et donc c'est très 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 demandé actuellement. Alors, autre secteur en plein essor, c'est le secteur de l'éducation. On reprend un peu ce qu'on vit actuellement en France. Vous voyez, depuis la procédure du CPF, on voit énormément d'entreprises dans le secteur de l'éducation qui font des formations professionnelles, etc. Au Maroc, on n'est pas encore dans le CPF, mais en tout cas, on a un accroissement important quant à ce secteur-là. Et bien souvent, ça concerne pas seulement les Marocains issus du Maroc, mais aussi des expatriés qui vivent au Maroc. Quoi d'autre? Le Maroc, actuellement, il y a un autre secteur qui est en pleine croissance, et je soutiens cette croissance-là très honnêtement. C'est le secteur de l'agro-industrie. En fait, ils vont travailler sur l'accroissement de la productivité, mais aussi de la qualité des produits. Et ça, pour moi, c'est important. Franchement, j'aimerais vraiment un jour pouvoir voir des choses, manger mes snacks. Vous voyez, les snacks qu'on a en France, on a la chance d'avoir des snacks de toutes les gammes. Que ce soit du bio, que ce soit du healthy, que ce soit du hyper gras, vous voyez. Et souvent au Maroc, on n'a pas cette possibilité. Il faut savoir que moi, j'ai une intolérance au glutamate de sodium. Et donc, bien souvent, quand je suis au Maroc, je peux pas manger de chips parce que la plupart des marques présentes au Maroc contiennent du glutamate. Je pense aux Lay's et tout. Et moi, je pourrais potentiellement que prendre des Belin ou des Vico parce que ce sont des marques qui ne contiennent pas du glutamate. Et voilà. Et du coup, c'est pas des marques qui sont présentes au Maroc. Donc, j'aime la possibilité de voir d'autres gammes arriver sur le marché marocain et pour pouvoir reprendre mes mauvaises habitudes. Alors, autre secteur, on a le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatial. Alors ça, c'est encore tout nouveau, mais il y a énormément d'investissements et de nouvelles installations là-dessus, donc c'est vraiment à suivre. Et je pense que c'est aussi des domaines qui demandent des fonds d'investissement de départ qui seraient vraiment conséquents. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je peux notamment parler de l'industrie de la mode qui évolue également, voilà, dans le textile, etc., avec des matériaux un peu plus durables, etc., recyclés aussi.
notamment dans la production. La production, elle est d'autant plus durable. Les marques, elles sont de plus en plus locales. Vraiment, c'est une évolution qui est positive. Et voilà, je pense que pour les secteurs, on va s'arrêter là. Et on va passer à la deuxième partie qui comprend les avantages et les inconvénients au Maroc, vs la France. Comme ça, je pourrais aussi vous faire une comparaison de ce que je connais vis-à-vis du Maroc. Comme ça, au moins, je sais pas si vous venez de la France ou pas, mais généralement en Europe, en tout cas, ça reste à peu près approximatif comme procédure. Donc là, vraiment, prenez note et vous verrez par vous-même ce qui pourrait vous faire valoir de prendre cette décision-là ou pas. Concernant les avantages quant à ouvrir une entreprise au Maroc, on va déjà parler du coût opérationnel et là-dessus, tout simplement, on va parler du coût de la main-d'œuvre. Il y a énormément de personnes qui le savent. Franchement, c'est l'une des motivations premières pour les personnes qui veulent se délocaliser ou qui veulent tout simplement ouvrir son entreprise au Maroc. Et puis les locations des locaux, c'est très abordable. Vous pouvez avoir des plateaux pour des 300 euros par mois, ce que vous ne pourrez avoir en France. Et bon, après c'est un peu logique vu les différences entre les conjonctures. Quoi d'autre? Tout simplement l'avantage fiscaux. Ça, je vais en parler plus précisément plus tard. Donc voilà, les potentiels de croissance. Vous savez que le Maroc, depuis ces dernières décennies, ont énormément évolué dans le secteur économique. Il y a énormément d'opportunités dans les secteurs que je vous ai évoqués précédemment notamment. Et aussi, ce qui est d'autant plus encourageant, c'est que ces dernières années, le Maroc évolue, mais de manière extrêmement rapide. Et ça, c'est très encourageant quant aux décisions à prendre pour l'avenir. La localisation stratégique. Vous savez que le Maroc, c'est un peu la porte de l'Afrique, mais aussi à la fois la porte de l'Europe. Donc, géographiquement et stratégiquement, le Maroc est très très bien placé. Autre chose, la main-d'œuvre qualifiée. Il y a énormément de main-d'œuvre qui est qualifiée au Maroc et puis le coût est d'autant moins cher qu'ailleurs. Maintenant, je vais vous parler des avantages en France, d'accord? Comme ça, vous faites la différence un peu. Alors, premièrement, on sait que en France, les marchés sont matures. On le sait, il y a énormément de concurrence, tout est saturé. Et puis, pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'en fait, le pouvoir d'achat est d'autant plus conséquent en France, c'est pas une surprise. Les accès au marché européen, avec les accords qu'on a avec l'Europe, etc., on a une facilité de pouvoir effectuer des marchés avec l'Europe sans pour autant être pénalisé par certaines réglementations douanières, etc. Là, je vais m'attaquer aux inconvénients qui concernent le Maroc, l'ouverture d'une entreprise au Maroc. Et le premier inconvénient que je pourrais souligner, c'est en termes d'environnement, d'affaires. Là, je souligne en fait tous les défis en termes de bureaucratie, mais aussi la lenteur de l'administration. Ça, je le souligne. Franchement, c'est tellement problématique que récemment, tout simplement, le gouvernement marocain s'est mis à dire en fait on va commencer à vérifier voilà quoi les arrêts maladie des personnes travaillant dans le domaine public. Je me suis pas attardée sur le sujet, j'ai survolé ça en lisant les titres, mais ouais, ce serait vraiment intéressant que les choses changent et qu'on puisse avoir accès à une certaine qualité administrative au Maroc. Alors maintenant on va parler des inconvénients en France. Le coût élevé. Voilà. La main-d'œuvre, le coût est énormément élevé. La location d'espace, de locaux, de tout ce que vous voulez, tout est élevé en France. Concernant d'autres inconvénients en France, je vais souligner, comme pour le Maroc, la complexité administrative. C'est oufissime. Petit exemple. Moi, quand j'ai voulu ouvrir une société en France, une société, je parle pas de auto-entrepreneur, ça c'est très simple. Quand j'ai voulu ouvrir une société en France, en fait, la banque, donc il faut une banque professionnelle. Donc la banque professionnelle me demandait le contrat avec la domiciliation, donc mon adresse de domiciliation. Et l'adresse de domiciliation me demandait mon RIB en fait.
en fait, j'étais tellement bloquée entre ces deux-là qui me demandaient les mêmes papiers. Bah non, au final, toi tu me demandes ça, lui me demande ça, mais je peux pas avoir ça sans ça, et ça je peux pas l'avoir sans ça. Donc c'était complètement compliqué. Je comprenais plus rien, mais vraiment. Après, en France, on a aussi une complexité quant à la bureaucratie. Et encore une fois, cette complexité-là, elle ralentit considérablement la réception de certains documents. Maintenant, on va passer à la troisième partie. La troisième partie qui va parler en fait tout simplement des types d'entreprises, des statuts juridiques. Avant de commencer cette partie, je vous rappelle que pour les statuts juridiques français, j'avais fait un podcast là-dessus, un épisode. Il me semble que c'est le précédent épisode où j'avais en fait précisé statut par statut ce que comprenait ce statut. Donc vraiment, si vous avez besoin d'avoir un avis là-dessus, n'hésitez pas à revoir mes précédents épisodes, à vous abonner, comme ça au moins vous serez notifié pour toutes les autres épisodes à suivre qui traiteront soit de l'entrepreneuriat ou soit d'autres choses. Donc voilà. Alors pour commencer, je vous l'ai dit dès le départ que c'était très similaire à la France. Les statuts juridiques qui existent au Maroc, déjà auto-entrepreneur, tout simplement. Le régime de l'auto-entrepreneur au Maroc est également présent. C'est la même formalité, donc vraiment là-dessus, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire à la fin, lorsque j'aurai cité tous les statuts juridiques, je vais vous dire comment en fait vous pouvez accéder à ces statuts, les procédures, etc. Alors, donc auto-entrepreneur, ensuite entreprise individuelle, là encore pareil que la France. Pour les sociétés, là encore, on a la société à responsabilité limitée, donc SARL qui existe aussi en France. Et puis nous avons la société anonyme, donc SA qui est également présent en France. Ensuite nous avons l'entreprise en nom collectif, donc le ENC, qui est donc l'équivalent en France, et le SNC. On va s'en sortir. Ensuite, nous avons l'entreprise en commandite simple, donc qui est le ECS, et puis l'équivalent en France, c'est le SCS. Ensuite, nous avons la société en commandite par action, et c'est le SCA, qui est donc aussi présent en France. Vous allez peut-être me dire, mais du coup, c'est quoi le SASU, peu importe comment vous l'appelez, donc le SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Au Maroc, ce statut n'existe pas, donc ce serait principalement l'équivalent, ce serait principalement entreprise individuelle ou alors auto-entrepreneur, tout simplement. Sans trop tarder, on va passer à la quatrième partie de cet épisode qui est comment ouvrir son entreprise au Maroc. Donc là, ça va être très procédurier, donc n'hésitez pas à prendre des notes, franchement, ce serait plus simple pour vous. Du coup là, étape par étape, je vais vous décrire en fait tout simplement comment vous allez ouvrir une société. Déjà, je vais commencer par la société, ensuite par le statut auto-entrepreneur. Pour ouvrir une société au Maroc, tout simplement, vous allez déjà choisir un statut juridique. Donc les statuts juridiques que je vous ai évoqués précédemment. Ensuite, il faut obtenir un certificat négatif. Alors ça, on n'a pas ça en France dans nos procédures, mais en gros, il faut demander un certificat négatif auprès du SRI, qui est donc le Centre régional d'investissement, pour vérifier la disponibilité de la dénomination sociale de votre entreprise. Donc en gros, le nom de votre entreprise. Troisièmement, il faut choisir une adresse de siège social. Alors, si vous habitez au Maroc, tant mieux. Voilà, vous avez déjà une adresse. Si vous avez des locaux, c'est encore mieux. Mais si vous êtes à l'étranger et que vous voulez faire ça à distance, sachez qu'il existe des sociétés qui louent en fait tout simplement des adresses de domiciliation. Par rapport à la rédaction des statuts, qui est donc la quatrième étape, souvent c'est fait par des avocats, d'accord? Tu peux le faire tout seul. Moi, bon là, après, c'est la législation marocaine, hein, donc c'est complètement différent. Vaut mieux faire ça avec un avocat que de s'entraîner
que de se lancer dans des trucs comme ça, et surtout s'il y a des associés dans l'affaire. Et je pense que c'est d'autant plus important de prendre un avocat donc au Maroc, parce que en fait pour la procédure qui va suivre, que je vais vous évoquer, il va falloir que vous ayez une personne qui soit présente au Maroc pour effectuer certaines démarches. Et si vous êtes présent au Maroc, c'est tant mieux, vous n'êtes pas obligé que ce soit l'avocat qui fasse cette démarche que vous verrez prochainement. Donc là, 5e étape, le dépôt du capital social. Vous allez déposer le capital social de la société dans un compte bancaire bloqué au nom de la société, donc banque professionnelle. Là, et comme partout, je pense, c'est pas obligé que ce soit une banque marocaine, mais vraiment le statut professionnel est demandé. Ensuite, l'obtention de la patente. Alors ça, peut-être que vous n'allez pas connaître, mais en gros, il faut demander une patente auprès de l'administration fiscale pour obtenir l'autorisation d'exercer votre activité commerciale. Donc voilà, très complexe, mais très rapide, ça va. Et je le rappelle, c'est pour les activités commerciales. Donc si vous êtes dans le service ou je ne sais quoi, renseignez-vous avant. 7e étape, c'est l'immatriculation au registre du commerce. Donc il faut inscrire la société auprès du régime du commerce des sociétés RCS, comme en France, en fournissant les documents requis, y compris les statuts et les preuves du dépôt du capital sur le compte bancaire professionnel. 8e étape, c'est l'obtention du numéro de taxe professionnelle. Il faut s'inscrire à la taxe professionnelle auprès de l'administration fiscale pour obtenir un numéro de TP. Là encore, c'est différent selon votre activité. Si c'est une activité commerciale, de produits ou de services, ça va être différent. 10e étape, c'est l'inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est donc la CNSS. C'est aussi équivalent à ce qu'on peut retrouver en France. Il faut inscrire donc votre société auprès de cette Caisse nationale de sécurité sociale pour couvrir tout ce qui est aspect sécurité sociale, retraite pour les employés, etc. L'immatriculation fiscale, qui est donc la dernière et la 11e étape, il faut obtenir un numéro d'immatriculation fiscale pour la société. Je vous encourage, avant de passer à l'autre étape, qui est donc pour les micro-entrepreneurs auto-entreprises, je vous conseille de vous rapprocher auprès d'un avocat en droit des affaires dans la ville où vous souhaitez potentiellement ouvrir votre activité. Et dans le cas où vous ne connaissez personne au Maroc, etc., n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je pourrais vous orienter facilement vers des avocats qui sont aussi francophones et qui exercent au Maroc, par exemple, et qui seront compétents vis-à-vis de votre requête. Alors là, tout simplement, on va passer à l'étape, donc ouvrir une auto-entreprise, donc micro-entrepreneur au Maroc. C'est assez similaire qu'en France, sauf qu'au Maroc, on obtient une carte. Donc voilà, première étape, la vérification d'éligibilité qui permet en fait d'assurer que votre activité est éligible au régime auto-entrepreneur, tout simplement. Ensuite, obtenir un certificat négatif. Là encore, il faut vraiment que votre dénomination sociale, elle soit inutilisée dans votre secteur d'activité. Ça, vous pouvez le vérifier et le soumettre. Une fois que vous allez recevoir ce certificat négatif, ça va débloquer les autres étapes qui vont suivre. 3e étape, chercher une adresse, donc domiciliation. Là encore, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. Le dépôt du dossier. Il faut préparer et déposer votre dossier de demande d'auto-entrepreneur qui doit comprendre une copie de votre carte d'identité nationale ou de passeport, une déclaration sur l'honneur certifiant que votre activité est conforme aux critères d'éligibilité. Et donc, de ce fait, je tiens à vous préciser, parce que c'est vrai que là, j'ai parlé d'une copie de votre carte d'identité nationale. Je rappelle que même si vous ne venez pas du Maroc, même si vous n'avez aucun lien avec le Maroc, il est
tout à fait possible d'ouvrir une entreprise au Maroc. Et ça, je vais en parler à la fin de cette quatrième partie, me semble. Comme ça, je vais un peu vous éclairer là-dessus. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite, cinquième étape, l'obtention de la patente. Là encore, comme tout à l'heure, une patente, c'est donc pour votre auto-entreprise, il faut que l'administration fiscale vous obtienne l'autorisation d'exercer. Et ça, par contre, par rapport à vous, ça va être peut-être le visa de travail, etc. Sixième étape, là encore, immatriculation au registre du commerce. Là, dans ce modèle d'entreprise-là, qui est donc l'auto-entreprise, sachez que c'est facultatif. Donc voilà, si vous voulez le faire, c'est auprès du registre de commerce et des sociétés comme en France. Mais si vous voulez pas le faire, c'est pas obligatoire. Ensuite, il y a l'obtention de l'identification fiscale, qui est donc le IF. Il faut demander une identification fiscale à l'administration fiscale pour obtenir un numéro d'identification fiscale. Et ça, par contre, ce n'est pas facultatif. Huitième étape, l'inscription à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Là encore, CNSS. Si vous employez des travailleurs, c'est nécessaire, il faut le faire. Quoi d'autre? Neuvième étape, immatriculation fiscale. Il faut obtenir, comme pour la société, un numéro d'immatriculation fiscale pour votre auto-entreprise. Dixième étape et dernière étape, le paiement des cotisations, comme pour en France. Il faut payer ses cotisations sociales et fiscales en fonction de votre activité et de votre chiffre d'affaires. Donc là, ça ne change pas du tout. Je pense même que vous pouvez toujours choisir entre mensuel ou trimestriel. Là, il faudra vous pencher dessus pour vérifier. Alors, où lancer votre procédure? Alors, tout simplement, pour les auto-entrepreneurs, c'est donc au Centre régional d'investissement, le CRI, le plus proche de votre région, de là où vous voulez ouvrir. Et donc là, vous pouvez obtenir le formulaire nécessaire qui est en ligne normalement aussi. Donc voilà. Sachez qu'il y a une chose, par contre, je tiens à le préciser, vous pouvez faire vos procédures en ligne, d'accord? Mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas être faites en ligne, notamment le retrait et le dépôt de documents originaux, d'accord? Il faut absolument que ce soit donc déposé. En fait, comme la carte d'identité nationale, etc., ça va vraiment être déposé dans les bureaux du Centre régional d'investissement ou d'autres organismes qui peuvent être présents et être liés directement à ce domaine dans votre ville d'ouverture. Autre chose, la vérification en personne. Certaines étapes de processus pourraient nécessiter de vérifier en personne pour assurer l'exactitude des informations fournies. Ça, c'est important. C'est pour ça que au départ, je disais que en fait, au Maroc, l'ouverture d'une entreprise est beaucoup plus structurée. Moi, quand j'ai ouvert entreprise ou auto-entrepreneur en France, ça a toujours été en ligne ou par voie postale. Donc, je me suis jamais déplacée ou eu une vérification en personne. Mais voilà. Alors, pour créer une société, comment ça se passe concernant les choses, je rappelle, les choses qui ne sont pas en ligne, d'accord? Tout simplement, déjà, il y a le dépôt des statuts. Le dépôt des statuts qui est donc édité par votre avocat en droit des affaires. Encore une fois, moi, par exemple, pour la France, je l'ai fait toute seule, la déclaration de mes statuts, parce que j'ai une certaine connaissance en juridiction française, mais la juridiction marocaine, pas du tout. Du coup, c'est mieux de prendre un avocat en droit des affaires spécialisé dans la juridiction marocaine. Ce dépôt de statut, il faut savoir que ça se fait auprès du tribunal de commerce compétent, et donc le tribunal qui serait dans la région où, en fait, tout simplement, vous avez ouvert votre entreprise. Et là encore, pour les sociétés, il y a une vérification qui doit être faite pour la création de cette société. Et donc là encore, ça peut demander que vous soyez présent dans le pays, vous ou votre associé. Je vais revenir sur ça, gardez ça en tête. Je vais vous préciser pourquoi juste après cette étape. Et donc enfin, qu'est-ce qui pourrait envisager votre présence sur les lieux?
c'est l'interaction avec les autorités. Il y a certaines vérifications, notamment des documents, qui vont peut-être demander une interaction entre vous et la personne qui s'occupe de votre dossier pour la vérification de votre document. Alors ça, par contre, soyez tranquille, ne vous inquiétez pas. Quant à la langue, à la barrière ou je ne sais quoi, les Marocains parlent majoritairement parfaitement bien en français, ou alors ils parlent semi-bien, mais en tout cas ils savent se faire comprendre, donc là-dessus, faut pas stresser quoi. Je reviens donc sur la procédure en ligne. Là, on sort de tout ce qui va être physique, là, on est en ligne. L'inscription, elle peut être en ligne, d'accord, pour l'auto-entrepreneur. Donc comme je l'ai dit, sur le site Centre régional d'investissement, il y a le formulaire, etc. Vous le faites. Ensuite, la demande d'identification fiscale, donc IF. Là aussi, vous pouvez faire votre demande en ligne sur le portail de l'administration fiscale marocaine. Pour les sociétés, ce qui est en ligne, tout simplement, c'est également l'inscription, le fait de pré-remplir vos statuts en ligne, de soumettre vos documents. Même si vous soumettez vos documents, sachez que les originaux doivent être donnés en physique. Donc, votre présence ou celle de votre associé est nécessaire. Ensuite, l'inscription au registre du commerce. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, donc RCS, elle doit être également faite en ligne. Mais comme je vous l'ai dit, il y a certains documents qui peuvent demander votre présence, là encore. Donc j'ai fini cette étape de comment, où lancer la procédure. Vous le savez, il y a une étape qui peut être faite en ligne, et une étape qui sera obligatoirement qui demandera obligatoirement votre présence. Donc voilà. Maintenant, je vais clôturer cette partie en répondant à la question si un étranger peut ouvrir une entreprise au Maroc. Alors la réponse est oui, effectivement. Un étranger peut ouvrir une entreprise au Maroc. Cependant, il faut savoir qu'il y a quelques conditions, je dirais, à prendre en compte. Celles-ci sont les suivantes. D'abord, je vais évoquer la participation étrangère. Selon les secteurs d'activité, il peut y avoir un pourcentage de propriété étrangère autorisée appartenant donc pour le Maroc. Là, il faudra vraiment se renseigner avec votre consultant juridique marocain de préférence. Donc voilà. Ensuite, nous avons les autorisations spéciales. Encore une fois, selon les secteurs, il va falloir que vous ayez une autorisation spéciale ou alors des licences qui prouveront votre capacité à pouvoir ouvrir votre entreprise dans votre secteur, qui serait donc un secteur stratégique ou un secteur plutôt réglementé, comme par exemple le secteur médical, etc. Ensuite, il y a la notion d'investissement minimum. Dans certains cas, il peut y avoir en fait un minimum requis pour les étrangers qui veulent créer une entreprise au Maroc. Moi personnellement, les amis que je connais qui n'ont pas de lien avec le Maroc et qui ont créé une entreprise au Maroc, personne ne m'a vraiment parlé de ça. Du coup, je pense pas que ce soit appliqué pour tout le monde dans tous les secteurs. Concernant maintenant la procédure administrative, les étrangers doivent suivre, comme les Marocains, à la lettre la procédure administrative habituelle. D'accord? Donc ça comprend et l'enregistrement que, comme je voulais présenter, parfois il va falloir, il y a une partie où en fait il va falloir être présent au Maroc, soit vous, soit votre représentant légal, ça peut être soit votre associé ou alors votre avocat commis dans votre création d'entreprise, mais il faut aussi l'obtention de la patente que je vous ai évoquée précédemment. Ensuite, ça c'est une condition qui je pense est très importante parce que c'est vrai que comme on en parle souvent, c'est le représentant légal. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est nécessaire d'avoir un représentant légal marocain pour la société, d'accord? Bien souvent, l'associé, il y a toujours un associé qui est marocain. Quand je dis marocain, je dis pas forcément un marocain du Maroc, ça peut être juste un marocain qui
un franco-marocain ou je ne sais quoi, vous voyez. Généralement, les Marocains des 16 ans, ils ont tous la nationalité, qu'ils vivent en France, qui vivent au Maroc ou non. J'avais vu, souvent c'est des cas de restauration où en fait, je me souviens d'un cas d'une franco-marocaine et une française qui en fait tout simplement ont ouvert une boulangerie à Berkane, donc la ville de Berkane. Voilà, donc est-ce que c'est par rapport au représentant légal, je ne sais pas, mais c'est un exemple. Après voilà, peut-être que ça c'est différent selon les secteurs d'activité. Dernière option, dernière condition plutôt, c'est l'immigration. En fait, il faut savoir que si vous voulez gérer personnellement votre entreprise, euh, il faudra vous assurer d'obtenir le visa et le permis de travail parce que c'est nécessaire et pour résider et pour travailler au Maroc. La dernière question que vous pouvez vous poser, peut-être, j'essaie de me mettre à la place d'une personne qui potentiellement n'a aucun lien avec le Maroc, qui souhaite ouvrir son entreprise au Maroc. Peut-être que vous pouvez vous demander, est-ce que en tant qu'étranger, si j'ouvre mon entreprise au Maroc, est-ce que je suis dans l'obligation euh, de, de rester au Maroc? Eh ben, la réponse est non. C'est pas nécessaire pour un étranger d'être résident au Maroc pour ouvrir une entreprise dans le pays, hein. Dans le cas où vous avez un représentant légal, encore une fois, qui est marocain, vous n'avez aucune obligation d'être résident au Maroc, etc. Là-dessus, on est clair. Par contre, si je reviens sur le fait où vous voulez gérer personnellement toute l'activité de votre entreprise, effectivement, là, donc visa et permis de travail, et vous devez résider au Maroc et travailler au Maroc. Le représentant légal, il agit qu'en qualité d'intermédiaire. Faut le préciser. Donc voilà, si c'est votre associé, ou si c'est l'associé principal, bah là, c'est différent. Mais si vous êtes associé à part égale, euh, bah en fait, vous aurez les mêmes droits, la même autorité, en fait, tout simplement. Il faut savoir une chose. Dans le cas où vous souhaitez ne pas résider en France et léguer en fait l'activité à votre représentant légal, euh, là, vous avez quand même une responsabilité qui est la gestion d'entreprise. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même, malgré la distance, continuer à communiquer et avec le représentant légal et avec les employés. Et aussi poursuivre toutes les opérations procédurier, tout ce qui va relever de la stratégie d'entreprise et des décisions sur le long terme. Ensuite, si vous décidez tout simplement de ne pas résider au Maroc, mais que vous venez de temps en temps pour superviser votre siège, votre entreprise, votre équipe, peu importe, là, il faut savoir que il y a visa et permis qui est requis. D'accord? Vous avez fait le choix de ne pas être résident marocain et par conséquent, effectivement, lorsque vous allez venir et que vous allez dépasser un nombre de mois, de jours, là, il va falloir vous renseigner là-dessus par contre. Mais à ce moment-là, il faut un visa et il faut un permis de travail pour pouvoir prendre vos fonctions tout simplement durant votre séjour, long séjour potentiellement. Autre chose importante, et je pense que c'est un peu important partout, c'est la compréhension des réglementations marocaines, d'accord? En tant qu'étranger, comme en tant que Marocain ou en tant que Marocain étranger, euh, vous avez l'obligation de connaître les réglementations et tout ce qui relève tout simplement des termes juridiques qui sont liés à l'ouverture et à la gestion de votre entreprise au Maroc. Et ça, peu importe, même si vous ne résidez pas au Maroc, vous avez cette responsabilité à connaître tout simplement les formalités, les rapports annuels, les obligations fiscales, etc. Et pour finir, c'est pas une condition, mais c'est plus un conseil, vraiment, euh, pour pour toute personne, hein, même pour les Marocains du Maroc, il faut jamais négliger le conseil juridique lorsque vous êtes devant une problématique juridique ou business dans le Maroc.
franchement, n'hésitez pas à consulter un avocat dans le droit des affaires ou dans le droit fiscal ou tout simplement dans le droit de la propriété intellectuelle, etc.